Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes donc ce midi pour ce nouveau séminaire en surveillance épidémiologique proposé par le département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Juste un petit mot technique pour vous dire que la séance, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré. Et il sera mis à disposition donc sur le site internet de l'ESPOUM et sur notre chaîne YouTube sans doute, afin que vous puissiez le revisionner ou que les personnes qui ne pouvaient pas y assister puissent le visionner. Tout au long de la séance, vous pouvez poser les questions qui seront traitées en fin de présentation dans l'onglet de clavardage en fait, qui est en bas de votre écran. Et donc, il va y avoir une présentation et une période de questions-réponses à la fin pour répondre à toutes ces questions. Je cède sans plus tarder la parole à Bernard Simon-Leclerc. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Bernard Simon-Leclerc, professeur agrégé de clinique à l'École de santé publique. Je suis responsable de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle en santé publique. Je vais juste mentionner qu'on a choisi expressément un terme plus englobant de surveillance épidémiologique parce qu'on inclut à la fois la surveillance continue de l'état de santé et les activités de vigie sanitaire. Donc, je souhaite la bienvenue à notre série de séminaires. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Mme Pascale Lévesque, qui va nous entretenir sur le thème « La surveillance du suicide au Québec ». Mme Lévesque est conseillère scientifique depuis 2017 à l'Institut national de santé publique du Québec et elle a, entre autres choses, parce qu'elle a différentes formations, entre autres choses, une maîtrise en épidémiologie. Elle va nous entretenir, donc, comme je l'ai mentionné, sur la surveillance du suicide au Québec. Elle va nous parler donc, des principaux objectifs et enjeux de la surveillance sur le suicide et les comportements suicidaires, ainsi que nous parler des principales activités qui sont réalisées par son équipe dans ce domaine-là. Donc, la parole est à vous, Mme Lévesque. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran tout de suite. Un instant. Donc, voilà, je me prépare. Donc, je vais juste aussi, je vais juste bouger un truc et voilà. Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie chaleureusement pour l'invitation. Donc, comme M. Leclerc l'a dit, mon nom c'est Pascale Lévesque. Je suis chargée de faire la surveillance des suicides à l'INSPQ. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter là, de façon très, très conviviale, je dirais, un peu les activités que je fais dans le cadre de cette surveillance-là des suicides au Québec. N'hésitez pas à me poser des questions au cours de la présentation, ça va alléger la discussion. Donc, voilà un peu le plan de la présentation. Ça se divise en trois parties. On va d'abord regarder la politique québécoise en matière de surveillance. Donc, dans un sens, là, le cadre législatif qui justifie mon travail, je trouvais ça intéressant de vous le présenter parce que moi, quand j'ai commencé à l'UNSPQ, je ne le connaissais pas. Puis, j'ai trouvé ça intéressant de connaître toute cette politique-là qui gouverne un peu mon travail. Ensuite de ça, je vais parler des activités de surveillance que je fais pour les comportements suicidaires à l'INSPQ. Puis, à la fin, si on a le temps, bien entendu, je vais vous parler d'un dernier domaine que je fais depuis pas très longtemps puis qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est tout nouveau. Donc, des activités de vigie des comportements suicidaires au Québec. Puis, j'en profiterai un peu pour parler de la différence entre la surveillance et la vigie. Donc, la surveillance au Québec. Pourquoi on fait de la surveillance? C'est quoi qui régit un peu toute cette activité-là? Bien, il y a plusieurs choses, mais je vais en aborder deux qui me semblaient plus importantes là, dans le cadre de mon travail en particulier. Il y a la loi sur la santé publique. Donc, c'est une loi qui dit qu'on doit faire la surveillance continue de l'état de santé de la population en général. Puis quand on parle de l'état de santé de la population en général, on ne parle pas juste des problèmes de santé comme par exemple l'ostéoporose ou les maladies cardiovasculaires ou les suicides, mais aussi on peut surveiller l'alimentation, on peut surveiller la sécurité routière. Donc, il y a plusieurs états de santé qu'on peut surveiller de la population en général. Puis, il faut surveiller aussi les facteurs déterminants.
Quand on parle de facteurs déterminants, on ne parle pas juste de facteurs de risque, mais aussi de facteurs de protection. Donc, regardez les facteurs de risque et de protection qui sont associés à des états de santé de la population pour ensuite prendre cette information-là et la livrer à des professionnels de la santé pour qu'eux, ils puissent offrir à la population des services appropriés. Donc, nous, en tant que professionnels qui font de la surveillance, on doit être capable de livrer de l'information sur l'état de santé de la population en général. Et cette information-là va être, on le souhaite, transformée en des services qui vont pouvoir être offrir à la population pour toujours améliorer l'état de santé de la population. Donc, cette loi-là, elle stipule également que la surveillance doit être faite sur différents axes, des domaines, si on peut parler, où la surveillance au Québec doit être faite. Le premier axe, c'est le développement global des enfants et des jeunes. Donc, il faut s'assurer que nos enfants là, grandissent dans des environnements favorables et qu'ils s'épanouissent. Le deuxième axe, c'est l'adoption de modes de vie sains et création d'environnements sains et sécuritaires. C'est dans cet axe-là que se situe mon travail de la surveillance des suicides. Donc, adoption de modes de vie sains. Donc, on parle ici que les Québécois on doit s'assurer que les Québécois et les Québécoises ont une bonne santé mentale, par exemple, puis qu'ils n'ont pas envie, par exemple, d'avoir des pensées suicidaires ou de mettre fin à leur jour. On parle aussi de création d'environnements sains, puis quand on parle d'environnement, c'est autant des environnements au niveau de l'utilisation de services. Donc, on veut s'assurer qu'il y a des services adéquats, encore là, par exemple, les gens qui ont des problématiques de santé mentale. Puis, on parle aussi d'environnement physique. On veut s'assurer, par exemple, que les personnes qui voudraient mettre fin à leur jour pour des pensées suicidaires n'ont pas accès, par exemple, à des armes à feu qui pourraient augmenter leur risque, qui mettent facilement fin à leur jour. Ensuite, l'axe 3, ça parle de prévention des maladies infectieuses. Là, donc, ça, je suis un peu moins habituée, mais on pourrait penser que la COVID s'inscrit là-dedans. Donc, la COVID, le Zika, la Legionellose, c'est tout un axe où on doit faire également de la surveillance, regarder s'il y a des éclosions, intervenir rapidement. Puis, l'axe 4, là, c'est pas un axe, ça doit être un axe que vous êtes familier là, depuis 2 ans avec. C'est la gestion du risque, la préparation aux mesures sanitaires. Donc, depuis l'avènement de la COVID-19, je suis pas mal persuadée que tout le monde sait de quoi je parle ici. Donc, tous ces axes-là doivent répondre à des objectifs. Donc, le gouvernement, en plus de nous donner une loi, doit nous donner un domaine où on doit surveiller, puis nous donne des objectifs qu'on doit répondre face à ces domaines-là. Donc, on doit dresser des portraits globaux de la situation de l'état de santé de la population. On doit également observer les tendances. Donc, est-ce que ça augmente ou ça diminue dans le temps? Est-ce qu'il y a des variations temporelles ou spatiales? Est-ce qu'il y a des régions où il y a des problématiques plus importantes que d'autres? Donc, ça, c'est important de le suivre. On doit détecter les problèmes en émergence. Donc, on doit faire un effort pour essayer de trouver, puis vous allez voir un peu plus tard dans ma présentation, est-ce qu'il y a des situations qui sont en émergence et qu'on devrait voir? Notre travail, un peu, c'est de s'assurer que s'il y a un problème qui émerge, on soit capable de capter à travers nos différentes banques de données. Identifier les problèmes prioritaires, c'est une question de priorisation, ça aussi c'est important. On l'a vu avec la COVID, à un moment donné, on a parlé de priorisation. Donc, c'est toujours un domaine qu'on doit regarder, qui n'est pas toujours facile à regarder. Alors, on doit élaborer des scénarios prospectifs, donc regarder les futurs possibles de l'état de la santé de la population, puis suivre l'évolution. Outre la loi, je voulais vous parler également d'un autre aspect gouvernemental, législatif qui me touche dans mon travail, c'est la politique gouvernementale en prévention de la santé. Puis cette politique-là, elle vise le renforcement des mesures de prévention. Un instant, je vais juste lancer quelque chose comme ça. Merci. Donc, ça vise le renforcement des mesures de prévention dans le système de santé des services sociaux auprès des personnes vulnérables. Donc, on doit s'assurer que les services qu'on donne, ça va aller agir chez les personnes qui en ont le plus besoin. On peut parler des personnes, par exemple, qui sont dans des situations défavorisées, puis que ces interventions-là vont agir sur la promotion de la santé mentale, puis ça va prévenir le suicide. Donc, tout ça, tout ce qui est mis en place par notre gouvernement, ben, c'est fait par le gouvernement, mais aussi le gouvernement mandate, si on veut, l'INSPQ pour qu'il aide à appliquer ces diverses politiques-là. Donc, pour soutenir le gouvernement, ben, l'INSPQ a eu un mandat, celui de réaliser la surveillance des suicides au Québec.
Puis, je vais vous parler, là, il y a plusieurs activités qu'on fait. Je ne vous parlerai pas de toutes mes activités, il y en a quand même assez, mais j'ai choisi de parler de 2 activités de surveillance. La première, c'est le développement d'indicateurs. Puis ensuite, c'est aussi la diffusion annuelle du portrait sur le suicide. Donc, ça, c'est les activités de surveillance que je vais vous parler aujourd'hui. Puis ensuite, je vais vous parler également des activités de vigie que je réalise également. Donc, le développement d'indicateurs pour la surveillance des suicides au Québec. Moi, quand je suis arrivée à l'INSPQ, il y avait déjà, je ne savais pas, mais maintenant je sais, parce qu'en plus d'avoir une politique gouvernementale, on a aussi un plan national de surveillance. C'est un peu une carte qui nous dit qu'est-ce qu'on doit surveiller. Puis dans cette carte-là, là, il y a comme une liste, si on veut, j'appelle ça une liste d'épicerie, d'un peu des variables qui doivent être suivies. Donc, il y avait une certaine quantité de variables là, qui devaient être, qui étaient déjà dans le plan national de surveillance, mais j'ai été amenée dans le cadre de mon travail à en développer d'autres, puis c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour développer des variables, puis qu'est-ce que j'entends par variable ou indicateur, là, je vais le préciser, en fin de compte, c'est vraiment des, comment je pourrais dire, des renseignements, des informations qu'on doit offrir à la population qui travaille dans la surveillance puis la prévention. Ici, c'est la prévention du suicide, puis qui sont disponibles. Je vais vous montrer où on retrouve ces informations-là que l'on développe pour les professionnels de la santé qui désirent travailler en promotion et en prévention. Donc, pour faire le développement d'indicateurs, on doit passer à travers différentes étapes là, que j'ai un peu résumées en 4 étapes. Donc, premièrement, on doit recenser des besoins. Donc, bien qu'on connaisse bien notre sujet, là, puis qu'on lise beaucoup à travers la littérature scientifique, on doit aussi aller voir sur le terrain qu'est-ce que les gens ont besoin pour faire une surveillance adéquate, pas une surveillance, oui, quelle information ils doivent avoir pour pouvoir intervenir, faire de la promotion et de la prévention du suicide au Québec. Donc, on réunit généralement plusieurs personnes. Là, moi, je vous en donne des exemples, des représentants régionaux en surveillance, également des chercheurs, des gens du ministère, le bureau du coroner, puisque nous, on travaille beaucoup avec le bureau du coroner qui nous fournit des données. Donc, c'est un collaborateur qui nous est précieux. On travaille avec des conseillers en promotion de la santé mentale puis des représentants régionaux en santé mentale. Donc, on réunit ces gens-là pour leur demander c'est quoi leurs besoins en surveillance. Donc, on fait un peu des tables, des rencontres où on doit où les gens expriment à travers différentes activités leurs besoins. Une fois que leurs besoins sont exprimés, bien, moi, je trouve ça important de un peu conceptualiser tout ce que ces personnes-là m'ont dit pour pouvoir travailler à faire des indicateurs. Donc, on prend tous ces besoins-là, puis on conceptualise un modèle qui va nous permettre ensuite de cheminer puis de développer des indicateurs qui répondent un peu aux besoins de tout le monde. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est mon modèle conceptuel. Donc, suite à l'émission de besoins par les différents acteurs de surveillance, de prévention puis de promotion de la santé mentale, j'ai vu qu'il y avait différentes dimensions dans lesquelles on pouvait étudier le suicide, donc les pensées suicidaires, les tentatives de suicide, les décès par suicide, puis que ces 3 dimensions-là pouvaient se lier à 4 besoins, ils pouvaient se décliner en des besoins. Donc, des besoins, on devait connaître l'ampleur du problème pour ces dimensions-là. On devait connaître l'utilisation de services, comment les personnes qui ont des idées suicidaires ou des tentatives de suicide, comment ils utilisent les services de santé. Ensuite, comment ces personnes-là sont dans leur vie, la multimorbidité, est-ce que c'est des personnes qui sont très malades, est-ce qu'ils ont des maladies cardiovasculaires, des problèmes de santé mentale, puis aussi de la consommation de substances. Est-ce que ces personnes-là consomment des médicaments en vente libre? Est-ce que c'est comme ces personnes-là consomment des substances psychoactives? Donc, tout ce modèle-là me permettait ensuite d'aller créer des indicateurs. Des indicateurs qui, je vais vous le présenter, là, doivent répondre à un certain critère de qualité pour être admis dans le plan national de surveillance, pour que je puisse, en fin de compte, les mesurer, puis ensuite les acheminer là, vers des professionnels qui vont les utiliser. Donc, une fois que j'ai fait mon modèle conceptuel puis que j'ai un peu imaginé quel genre d'indicateur que je pourrais avoir, je dois les passer dans une espèce de grille. Une grille qui me dit est-ce que vraiment ils passent le test puis ils sont assez fiables, assez robustes pour pouvoir être analysés puis aussi est-ce que pour donner de l'information qui est juste et robuste.
Donc, est-ce qu'ils répondent vraiment à un problème? Est-ce qu'ils sont utiles pour la population? La qualité des données. Est-ce que c'est facile d'avoir des bonnes données? Est-ce qu'elles sont accessibles en temps opportun? Puis ça, c'est vraiment, vraiment important, là, accessible en temps opportun. Donc, on essaie toujours d'avoir des données le plus à jour possible. En surveillance, des fois, c'est difficile parce que les banques de données, on ne les a pas de façon immédiate dans la plupart des cas. Donc, d'avoir des données en temps opportun, c'est un défi pour la surveillance, en tout cas sur le suicide au Québec. Ensuite de ça, donc, on doit regarder également si l'indicateur qu'on développe, là, c'est spécifique et sensible. Donc, est-ce que ça correspond à la vraie nature du problème? Puis également, là, est-ce qu'il nous permet de faire des comparaisons, la comparabilité? Donc, est-ce qu'il nous permet d'avoir des données, par exemple, régionales au Bas-Saint-Laurent, en Mauricie? Puis, est-ce qu'il nous permet également d'avoir des données plus fines au niveau de l'âge ou du sexe, par exemple? Donc, une fois que mon indicateur a répondu à tous ces critères-là, ben, en fin de compte, je le mets dans une espèce de grille, si on veut. Je me dis, bon, oui, mon indicateur répond à toutes ces qualités-là et je peux probablement me dire que je vais pouvoir le bâtir et, en fin de compte, l'étudier. Donc, je vous présente ici là, un peu comment la terminaison là, de ce travail-là. Donc, ici, je vous ai mis un exemple. Donc, c'est un indicateur que j'ai bâti qui s'appelle Trajectoire d'utilisation des services de santé avant une tentative de suicide. Donc, c'est un indicateur qui va nous permettre de voir l'utilisation des services chez une personne qui a fait une tentative de suicide. Donc, une personne, par exemple, on peut s'imaginer, qui a fait une tentative de suicide en 2020, bien, je peux aller voir 5 ans auparavant, est-ce qu'il a consulté, par exemple, son médecin de famille? Combien de fois, à quelle fréquence. Donc, ça, c'est un indicateur qui peut être important et intéressant. Puis, je fais toujours un deuxième tour de roue là, pour la pertinence de l'indicateur. Donc, on va souvent rechercher à travers la littérature pourquoi cet indicateur-là est pertinent. On va appuyer, en fin de compte, avec des preuves scientifiques là, au niveau de la revue de littérature, l'utilisation de cet indicateur-là. Mais ce n'est pas tout. Une fois que cet indicateur-là, il a passé à travers cette espèce de contrôle de la qualité, il est quand même soumis là, à des tables, donc des tables de concertation. Puis, en fin de compte, là, c'est vraiment intéressant à ce point de vue-là parce que ces tables-là vont un peu me challenger dans mon travail. Ils vont s'assurer que mes indicateurs, il n'y a pas des problèmes éthiques qui répondent vraiment à un besoin. Donc, ils vont analyser un peu mon travail, puis je dois répondre à leurs questions. Donc, c'est comme une double assurance que qu'est-ce qu'on produit, ça répond vraiment à des besoins. Donc, c'est vraiment une période que j'aime puisque c'est une période où je suis challengée, puis j'ai une espèce de feedback sur qu'est-ce que j'ai construit pour m'assurer que tout ce que j'ai construit, ça répond à des bons besoins, puis qu'il n'y a pas de problème au niveau éthique. Donc, une fois que j'ai passé tous ces processus-là, ben là, je suis en confiance et mon indicateur est bâti et je peux le déposer. Donc, comment je fais pour le déposer? C'est qu'il y a un endroit à l'INSPQ qu'on appelle l'infocentre. Cet infocentre-là, c'est un peu un endroit où on peut déposer nos données, on peut déposer nos indicateurs. Puis, ces indicateurs-là qui sont déposés pourront être allés chercher par des professionnels de la santé. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça, donc il faut une espèce de clé. Mais les professionnels de la santé vont pouvoir avoir accès à mon indicateur là, via, là, je vous l'ai mis aussi, une espèce d'interface où ils vont pouvoir aller chercher les années qui ont besoin. Par exemple, s'ils veulent le taux de mortalité pour le suicide, ils vont pouvoir savoir là, pour 2018 le taux de mortalité. Ils peuvent aller chercher leur région. Ils peuvent y aller par sexe, par âge. Donc, ils vont pouvoir aller chercher l'information qu'ils ont besoin pour leurs besoins à eux. Donc, peut-être des besoins régionaux. Je pense encore au Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent pour aller chercher le taux de mortalité pour le suicide pour leur région. Est-ce que ça va? Est-ce que je parle trop vite? Là, je ne vois pas les questions, donc je ne sais pas s'il y a des questions en date. Non, ça va? Je continue? C'est bon, vous pouvez continuer, puis on va traiter les questions à la fin. Parfait. Donc, c'est un peu le travail que je fais en tant qu'épidémiologiste là, pour la surveillance des suicides au Québec. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet que je fais également, qui est le portrait des suicides au Québec.
Donc, à chaque année, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une semaine de prévention du suicide au mois de février. Puis, durant cette semaine-là, c'est entendu que je dois offrir aux différents intervenants un portrait sur le suicide au Québec. C'est vraiment un rapport que je produis, que je commence au mois de novembre puis qui livre les plus récentes données disponibles sur les comportements suicidaires. Donc, les objectifs de ce portrait-là, ça va un peu rejoindre les objectifs que je vous ai montrés là en haut, là, un peu qui sont déterminés par le ministère. Donc, je dois dresser un portrait général du suicide au Québec. Puis, je prends les données les plus récentes disponibles. Puis, ça aussi, comme je vais vous le dire, ça constitue un défi. Je dois regarder les tendances temporelles. Donc, est-ce qu'il y a une augmentation du taux de suicide au Québec ou une diminution? Je dois regarder aussi s'il y a des différences selon le sexe, l'âge, les régions socio-sanitaires. Je regarde les moyens utilisés pour s'enlever la vie. Puis, je rapporte les tendances pour les hospitalisations. Là, j'ai marqué autre parce qu'à chaque année, j'essaie vraiment de livrer, d'aller chercher une donnée supplémentaire. J'essaie vraiment des fois, c'est un peu plus expérimental, vous allez le voir, mais j'essaie de toujours aller chercher du nouveau pour offrir là, un petit plus qu'on n'avait jamais fait les années auparavant. Donc, les données que j'utilise principalement deux sources de données. J'utilise le fichier des décès qui compile entre autres les suicides. Puis ce fichier des décès-là, il est régi par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, ça, le fichier des décès contient les suicides de 1981 à 2019. Puis, comme je vous disais tantôt, le défi d'avoir les données les plus récentes, ce défi-là, je le relève en allant chercher, en ayant des collaborations avec le bureau du coroner qui me permet d'avoir des données encore plus récentes qu'avec le fichier des décès, puisque le coroner m'envoie, par exemple, pour cette année, j'ai réussi à avoir les suicides de façon partielle, mais les suicides qui ont eu lieu en 2020. C'était apprécié parce que c'était la première année où il y a eu la COVID-19. Donc, généralement, lorsqu'on a toutes ces données-là, on présente les résultats selon des taux ajustés selon le sexe et l'âge. Puis vous allez voir également, on s'amuse avec des proportions. Mais ça reste quand même des résultats qui sont facilement interprétables, puis que vraiment tout le monde peut analyser puis interpréter. Donc, je vais vous présenter un peu les résultats là, de mon dernier rapport, puis je vais faire des liens avec ce que je vous ai dit là, sur la surveillance au Québec. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais pour 2019, le taux ajusté de suicide était de 13,4 par 100 000 personnes. De façon là, un peu plus facile à comprendre, là, ça équivaut, on dit souvent que ça équivaut à 3 suicides par jour au Québec. Donc, c'est 3 suicides. Puis, je ne l'ai pas montré ici, mais généralement, il y a un ratio de 3 pour 1 au niveau du sexe. Donc, à chaque fois qu'il y a 3 suicides chez les hommes, il y a un suicide chez les femmes. Donc, on regarde également l'évolution. Ça, c'est vraiment intéressant également. Donc, ça rejoint, comme je vous le disais tantôt, un des objectifs du ministère. On voit que depuis là, le début des années 2000, il y a eu une forte diminution des suicides au Québec. Donc, cette espèce de mythe-là qui colle au Québec, à la province de Québec, que le Québec, c'est la province où il y a le plus de suicides au Canada, c'est plus vrai. Il y a eu une bonne diminution. C'était vrai dans la fin des années 90, mais depuis là, les 20 dernières années, il y a eu beaucoup de promotions, de prévention du suicide, beaucoup d'activités. On a réussi à faire diminuer la courbe des suicides au Québec. Chez les femmes, on le voit un peu moins là, parce que la courbe est aplatie à cause des hommes, mais on l'a observé également chez les hommes. Autant chez les femmes que chez les hommes. Autre point qui est intéressant quand on analyse des graphiques comme ça, mais pas qui me parle, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a eu un pic en 1999. Puis, fait qui est intéressant, on a appelé ça un peu le pic Gaétan-Giroir. À l'époque, dans les années 90, là, il y a eu le suicide de Gaétan-Giroir qui a été très médiatisé. Puis, ça a été une des raisons, pas l'unique raison, mais ça l'a malheureusement causé là, plus de suicides. C'est répertorié au Québec. Il y avait d'autres problèmes associés à ça, mais dans les années 90, il y a eu une hausse des suicides au Québec. Mais après ça, heureusement, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place, puis on a réussi à diminuer nos courbes. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est intéressant de l'observer comme ça, mais c'est toujours plus intéressant de stratifier et d'aller plus creux dans nos analyses.
Puis j'encourage toujours tout le monde à faire de même. Donc, qu'est-ce qu'on voit vraiment quand on regarde par sexe, par âge, c'est que c'est vrai qu'on a réussi à diminuer la courbe des suicides au Québec chez les hommes, mais on voit qu'il reste certaines problématiques. Donc, on a vraiment réussi à diminuer là, le suicide chez certains groupes d'âge, comme les 35-49 ans, là, où on voit que la pente diminue. Mais on voit également, là, à travers des graphiques comme ça, qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Là. Par exemple, si je regarde les hommes de 50 à 64 ans, ben, on voit qu'on n'a pas réussi autant à faire diminuer le taux de suicide que dans les autres groupes d'âge plus jeunes, là, les 20 et 34 ans. Donc, on voit vraiment que les personnes plus âgées, les hommes plus âgés, ben, c'est qu'eux autres, là, où le suicide, les taux de suicide sont plus hauts, donc, ils commencent à se démarquer des autres groupes d'âge où le suicide a plus diminué. Puis on voit un peu la même problématique chez les femmes. Donc, on voit là que chez les femmes là, de 50 à 64 ans, le taux de suicide n'a pas vraiment diminué là, depuis une vingtaine d'années, même il est peut-être en augmentation. Donc, il nous reste quand même des analyses comme ça, stratifiées par âge, par sexe, c'est facile à faire, mais souvent, ça nous montre des réalités qu'il faut prendre en considération. Donc, je vous présente aussi un autre. Ça aussi, je trouvais ça important de vous le présenter. C'est la proportion des suicides parmi l'ensemble des décès. Je trouvais ça important de vous le présenter pour une chose qui m'a toujours un peu surprise. Donc, souvent, quand on regarde certaines données, disons qu'on dit, par exemple, on voit chez les jeunes de 15 à 19 ans qu'il y a 38 des suicides, 38 des décès qui sont causés par des suicides. Ça peut nous paraître gros, puis souvent, c'est une nouvelle, effectivement, qui est assez dramatique. Mais je trouve toujours ça important de la mettre en relation avec d'autres résultats parce que ça nous permet vraiment de faire des comparaisons qui sont justes. Comme ici, par exemple, on voit bien effectivement que, comme je le disais, les jeunes hommes de 15 à 19 ans, ils ont 38 de leurs décès, c'est des décès par suicide. C'est beaucoup, effectivement, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas d'autres causes concurrentes de décès à cet âge-là. Donc, le suicide prend une place qui est vraiment importante, effectivement, mais quand on regarde leur taux, on voit que chez les jeunes hommes, le taux est beaucoup moins élevé que, par exemple, chez les 50-64 ans, où là, la proportion de suicides parmi l'ensemble des décès ne prend pas beaucoup de place, mais le taux, lui, est beaucoup plus élevé que dans les autres groupes d'âge. Donc, je trouve ça toujours important de vraiment essayer de relativiser les résultats, souvent avec d'autres résultats, quand c'est possible. Donc, idem, là, je vous le présente vite, mais idem chez les jeunes filles. Donc, si on regarde maintenant les moyens utilisés pour s'enlever la vie. C'est quelque chose que je regarde à chaque année également. Puis, là, vous allez comprendre un peu mon exemple. Si on regarde le moyen le plus utilisé chez les hommes et chez les femmes pour s'enlever la vie, c'est la pendaison, la suffocation. Donc, ça constitue un défi important, puisque ce n'est pas un moyen qui est facilement contrôlable. Donc, quand on parle de défis, là, on parle un peu des défis dans mon travail, c'est un défi au niveau là, des comportements suicidaires parce que ce n'est pas un moyen qu'on peut facilement contrôler, tandis que les armes à feu, ben, là, je ne vous l'ai pas présenté, mais si on regardait l'utilisation des armes à feu dans l'évolution, on voit que l'utilisation des armes à feu pour s'enlever la vie a beaucoup diminué, entre autres en raison là, des politiques qui ont été mises en place par le gouvernement là, pour restreindre un peu l'utilisation des armes à feu. Ensuite, quand on parlait tantôt là, d'un des objectifs qui était de regarder l'émergence de nouvelles problématiques, ben, ici, c'en est un bon exemple. Les hospitalisations, c'était des données qu'on avait depuis longtemps à l'INSPQ, mais qu'on ne sortait pas dans nos rapports. Puis, il y a quelques années, j'ai décidé d'inclure les hospitalisations pour tentatives de suicide dans mon portrait annuel sur le suicide au Québec. Puis, ça m'a permis de voir un peu une problématique en émergence. Donc, autant on voyait dans un sens que les suicides diminuaient au Québec, ben, autant dans un autre sens, on voyait ici que les tentatives de suicide qui ont nécessité une hospitalisation, elles augmentaient. Donc, moi, ça m'a surpris, puis ça me dit qu'on devrait plus travailler sur cette problématique-là, sur des données d'hospitalisation. C'est encore plus vrai lorsqu'on le décortique par âge et par sexe. On voit là, chez les jeunes filles là, de 15 à 19 ans là, que le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide a rapidement augmenté là, depuis les années 2008. Donc, c'est vraiment une nouvelle, pas une nouvelle problématique, mais c'est une problématique peut-être qui avait moins passé
dans notre champ de vision, si on peut dire. Donc, c'est vraiment important de s'y intéresser de plus en plus. Donc, tantôt, je parlais également qu'à chaque année, j'essayais de mettre des nouvelles données. Donc, je vous en présente rapidement, juste pour vous dire que il y a des données qui sont plus de type exploratoire, puis il y a des données qui sont plus de type pour servir des besoins, si on veut. Donc, ici, je me suis intéressée là, en année au nombre d'hospitalisations, de récidives pour récidive de tentatives de suicide. Donc, j'avais un peu demander aux différents acteurs de surveillance sur le terrain si c'était une donnée qui était utilitaire. Puis oui, ça peut l'être parce que si on voit qu'il y a, je ne sais pas, moi ici, si je me rappelle bien, c'est 20 qui ont fait au moins 2 hospitalisations en disant peut-être qu'on doit plus axer nos interventions sur ces personnes-là. À titre plus exploratoire, je me suis aussi intéressée à l'alcoolémie puisque c'était des données que j'avais. Donc, est-ce que les personnes qui se sont enlevées la vie quel était le taux d'alcoolémie? Ce n'est pas une donnée que j'ai présentée à chaque année, mais c'est une donnée qui est intéressante pour 2 choses. Premièrement, on voit qu'il y a un taux d'alcoolémie qui est négatif pour plusieurs personnes. Puis, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est que moi, ça m'a un peu surpris. J'avais eu l'impression que l'alcoolémie serait plus positive chez les hommes que chez les femmes. Donc, ça déconstruit certains mythes, même qu'on a chez certains chercheurs. Donc, ça peut être intéressant. Puis aussi, là, vous le voyez moins à travers ces données-là, mais ce n'est pas une donnée qui est parfaite. Il manque beaucoup, il manque des données là-dessus. Donc, ça me fait dire qu'au travers des années, peut-être qu'on pourrait mieux essayer de mieux travailler cette donnée-là, puis essayer de faire en sorte qu'elle soit mieux colligée pour avoir des données qui sont plus valides. Donc, là, ça fait un peu le tour des 2 activités de surveillance que je voulais vous présenter. J'aimerais également là, vous présenter un nouveau projet qui me tient à cœur, qui sont des activités de vigie des comportements suicidaires. Donc, la vigie des comportements suicidaires, de quoi ça découle? Ça découle de la pandémie de COVID-19. Quand la pandémie a commencé, on a vu partout, on a vu beaucoup dans les journaux, dans les médias sociaux, il y avait beaucoup de préoccupations au niveau des chercheurs, au niveau des intervenants en santé. Il y a des préoccupations comme quoi la santé mentale, il y avait beaucoup plus de détresse psychologique, puis que ça pourrait avoir un impact sur les tentatives de suicide et puis les suicides au Québec, étant donné qu'il y avait des mesures sanitaires qui étaient mises en place qui étaient assez restrictives, puis que ça pouvait emmener les gens peut-être à avoir des pensées suicidaires, puis peut-être commettre l'irréparable. Les activités de surveillance à l'INSPQ, avant la COVID, ne nous permettaient pas de regarder en temps réel les comportements suicidaires. Donc, parce que comme vous l'avez vu précédemment, j'avais des données qui vont jusqu'en 2020. Ça, c'est des données de coroner qui sont des fois, puis avec le fichier des décès, ça allait jusqu'en 2019. Donc, je n'avais pas accès à des banques de données qui me permettent vraiment d'avoir accès à des données qui sont en temps réel. Donc, j'ai essayé, face à ce besoin-là que je voyais à travers les différents médias sociaux, à travers les gens, à travers les journaux. Donc, je disais que j'étais préoccupée pendant la COVID de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a réellement une augmentation des suicides? Donc, j'ai essayé de trouver une façon de répondre à cette question-là. Puis, je me suis tournée. C'est sûr que vous allez le voir, la vigie, ce n'est pas parfait. Je me suis tournée pour répondre à cette question-là à une banque de données qu'on appelle la SIGDU, c'est une banque de données qui nous permet de regarder les visites aux urgences en temps quasi réel. Donc, je me suis tournée vers cette banque de données-là et j'ai eu l'autorisation de l'utiliser pour regarder s'il y avait une augmentation pendant la pandémie des comportements suicidaires qui ont nécessité une visite à l'urgence. Comme je vous le dis, ce n'est pas parfait, ça ne montre pas l'ensemble des comportements suicidaires, mais bien une utilisation de services pour des comportements suicidaires. Mais c'est le mieux que je pouvais faire. Puis, je me suis dit que c'était un premier pas vers un développement peut-être plus robuste et plus fin d'activités de vigie. Donc, je vais faire une petite parenthèse, là, la différence entre la vigie et la surveillance. Je vous en ai déjà touché un mot. Quand on parle de surveillance, c'est une appréciation continue de l'état de santé. On suit une évolution à travers le temps. Souvent, on utilise des banques de données qui sont validées comme le fichier des décès.
Ces banques de données-là ont été validées, les analyses ont été vérifiées et contre-vérifiées. Donc, puis on passait à travers un processus comme d'indicateur, comme vous l'aviez vu. Donc, c'est un processus qui est très, très, très rigoureux. La vigie, on essaie souvent, on est face à un problème de santé qui est imminent et menaçant, donc qui nous apparaît comme ça en pleine face, un peu comme la COVID. Puis, on doit répondre à une question assez rapidement. Donc, pour répondre à cette question-là, souvent, on a moins de temps. Donc, on utilise des banques de données comme la CIDU, qui est peut-être où on n'a jamais travaillé avec. Donc, on essaie de travailler avec ce qu'on a pour répondre rapidement à quelque chose. C'est peut-être moins robuste, mais ça a la qualité si c'est un processus qu'on répète plusieurs fois, ben, on peut l'améliorer. Un peu comme on l'a fait avec la COVID. J'ai travaillé un peu dans la COVID. Ben, au début, on avait des données qui étaient moins robustes, puis on s'est adapté avec le temps, puis on a fini par sortir des rapports où il y avait pratiquement plus aucune problématique, là. Mais c'est sûr que dans un contexte de vigie, on est toujours en train d'expérimenter puis de se réapproprier le travail pour faire un travail de plus en plus de qualité. Et ça, donc, qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui? C'est le premier exercice de mon activité de vigie que j'ai faite durant la COVID, durant la pandémie. Donc, le but de cette vigie-là, c'était d'analyser pour la première fois au Québec les visites aux urgences en raison de comportements suicidaires, puis de regarder si la COVID-19 avait eu un impact sur ces comportements suicidaires-là. Donc, j'ai regardé les tendances annuelles. Donc, je voulais voir comment ça se passait depuis quelques années, mais aussi mensuelles, parce qu'on savait qu'il y avait plusieurs problématiques. Il y avait eu des mesures sanitaires qui ont été mises certains mois de l'année. Donc, j'ai regardé les tendances mensuelles. J'ai aussi regardé la répartition selon le sexe et l'âge. Donc, je voulais voir s'il y avait une différence dans le sexe. Est-ce que la vigie, est-ce que la COVID avait apporté une différence dans les gens qui consultent les urgences? Est-ce qu'il y avait plus d'hommes, plus de femmes? J'ai regardé aussi la gravité des visites. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a moins de visites, mais les gens qui se rendent aux urgences, ben, pour des tentatives de suicide, c'est vraiment des tentatives graves parce que sinon, ils ne viendraient pas aux urgences en raison de la COVID et de la peur associée à aller dans nos systèmes hospitaliers là, pendant la COVID-19. Là, je vois que j'ai déjà 50 minutes de fait. Est-ce que je peux continuer ou vous voulez que je... Bon, je vais continuer. Ça va? Est-ce que je suis dans les temps? Peut-être je vais laisser Stéphanie répondre. Oui, en fait, vous n'avez pas 50 minutes parce qu'on avait commencé la séance avant, donc vous en êtes plutôt à 35 minutes. Ah, donc, je peux continuer. Donc, la méthodologie que j'ai employée, j'ai utilisé, comme je vous disais, la CIDU, qui est la banque de données qui nous permet de regarder les visites aux urgences. Et dans cette banque de données-là, il y a une variable qui s'appelle raison de la visite. Et dans la raison de la visite, ben, il y en a deux qui m'intéressaient en particulier, qui est tentative de suicide. Donc, des visites aux urgences en raison d'une tentative de suicide. Et la bonne nouvelle, c'est que j'avais également des pensées suicidaires. Donc, les pensées suicidaires qui ont nécessité une visite aux urgences. Donc là, je venais d'ouvrir, qu'est-ce qui, moi, que je trouvais vraiment merveilleux, c'est que je venais d'ouvrir un nouveau pan dans un peu l'étude des comportements suicidaires que je n'avais jamais regardé encore parce que les pensées suicidaires, des données populationnelles au niveau des pensées suicidaires, j'en avais pas. J'avais des enquêtes, mais des données populationnelles sur les pensées suicidaires, c'est tout nouveau. Donc, ça me permettait d'aller voir un peu plus bas là, sur ce que j'appelle mon iceberg, là, parce qu'on regarde, on a des données sur les décès, puis ensuite les tentatives de suicide à travers les hospitalisations, puis les visites aux urgences. Puis ensuite de ça, je me rendais compte que je pouvais regarder également les pensées suicidaires, ce qui était tout nouveau, puis qui nous permettait d'élargir notre champ d'observation des comportements suicidaires. Donc, c'est le MES qui m'a donné le droit d'utiliser la CIDU, puisque c'est une banque de données qui lui appartient. Le MES envoie des données de façon quasi en temps réel. On peut avoir au jour le jour les données d'urgence à l'infocentre. Puis moi, c'est une banque de données qu'on a depuis 2014. Puis comme je vous le disais, la raison de la visite, c'est la variable que j'ai utilisée. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé les tendances annuelles. Je voulais voir si les visites aux urgences avaient augmenté ou diminué pour des comportements suicidaires depuis 2014. Je suis allée voir aussi des tendances mensuelles, donc vraiment mois par mois, comment ça se comportait. Puis là, j'ai vraiment fait des analyses plus sur 2019-2021, qui était la période de la pandémie. Ensuite, j'ai fait des analyses, comme je vous le dis, exploratoires. On voulait voir si la COVID avait eu un impact. Donc, on a utilisé
une première série d'analyses qui sont vraiment de type exploratoire parce que ce n'était pas évident de choisir au début le type d'analyse, savoir si la COVID a eu un impact à travers plusieurs autres aspects environnementaux qui peuvent aussi avoir des impacts sur les comportements suicidaires. Là, on parle d'études un peu écologiques, donc on est vraiment dans des analyses un peu exploratoires. Puis ensuite, je voulais voir si, par des comparaisons âge, sexe, sévérité, s'il y avait une différence dans mes comportements suicidaires, dans la distribution de mes comportements suicidaires selon l'âge, le sexe et la sévérité de la visite. Donc, qu'est-ce que je vois? C'est que les tentatives, le taux annuel de visite aux urgences pour des tentatives de suicide ont diminué chez les hommes et les femmes là, entre 2014 et 2020, donc la première année de la pandémie. Donc, ça suit un peu la même chose que pour mes suicides. Il y a une diminution des suicides. Puis je vois également que les tentatives de suicide qui ont nécessité une visite aux urgences ont diminué au Québec depuis 2014. Mais, contrairement aux tentatives de suicide, les idées suicidaires, elles, sont en augmentation. Donc, on voit, en 2019, là, il y a une petite diminution aussi, là, mais depuis 2014, là, on voit dans l'évolution que mon taux annuel de visite aux urgences pour les idées suicidaires, elles étaient en augmentation. Donc, une espèce de paradoxe, si on veut, là, donc, entre les tentatives de suicide et les idées suicidaires. Donc, maintenant, si on regarde, maintenant que je savais qu'au niveau, je savais un peu qu'est-ce qu'était cette évolution-là là, depuis un certain nombre d'années, je suis allée m'intéresser plus spécifiquement là, à l'évolution mensuelle là, pour répondre à mon interrogation sur l'impact de la COVID. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est allé voir mensuellement comment le taux variait pour les visites aux urgences en raison d'une tentative de suicide. Puis ici, la barre rouge que vous voyez, c'est approximativement le début de la COVID. Qu'est-ce qui est intéressant, puis que je vous parlais tantôt, pour les analyses exploratoires, on a regardé s'il y avait des mois où il y avait eu des changements là, drastiques, significatifs au niveau des visites aux urgences avant et pendant la COVID. Donc, là, en gris, les espèces de plages là, en grisâtre que vous voyez, ça nous dit qu'avant la COVID, il y a eu deux changements significatifs mensuels de taux, des changements au niveau des tentatives de suicide. Puis, si on regarde pour l'année 2020-2021, il y a eu aussi quelques mois où il y a eu des changements au niveau du taux mensuel de visites aux urgences en raison de tentatives de suicide. Mais qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il n'y a pas eu vraiment plus de mois où il y a eu des changements pour les tentatives de suicide qu'on nécessitait une visite aux urgences pendant la COVID qu'avant la COVID. Donc, les tentatives de suicide n'ont pas le pattern qui définissait les visites aux urgences en raison de tentatives de suicide était à peu près similaire en 2019 qu'en 2020 ou en 2021. Pour les idées suicidaires, c'est un peu différent. On voit effectivement qu'il y a eu plus de changements, de variations dans le temps pour les visites aux urgences, les visites aux urgences pour des idées suicidaires pendant la COVID qu'avant la COVID. Donc, c'était beaucoup plus stable avant la COVID, puis pendant la COVID, il y a eu plusieurs variations significatives. Puis moi, mon interprétation, c'est un peu que pour aller aux urgences pour une tentative de suicide, mais ça reste des hypothèses encore, c'est que pour aller aux urgences pour une tentative de suicide, il faut vraiment que, c'est sûr que la COVID a eu un impact, mais pour que cet impact-là se manifeste au travers des tentatives de suicide, il faut vraiment que l'événement soit gros, tandis que pour les pensées suicidaires, ça se peut qu'il y ait eu plusieurs personnes qui ont eu des pensées suicidaires pendant la COVID, puis que ça a eu un impact plus fait de variation au niveau des visites aux urgences. Donc, si on regarde la répartition par le sexe et l'âge, on voit qu'il n'y a pas eu de différence là, avant la COVID puis pendant la COVID, là, donc au niveau de la répartition pour les tentatives de suicide et les idées suicidaires. Donc, si on regarde ici la distribution selon le sexe et l'âge, on voit que la distribution entre 2019 et 2020 est la même. Donc, ça suit à peu près la même courbe, là, donc une plus forte, un taux plus élevé là, chez les 15-19 ans, autant en 2019 qu'en 2020 chez les femmes. Ensuite, ce taux-là diminue. Idem pour les idées suicidaires. Donc, la distribution pendant la COVID n'a pas changé. Alors, je me suis dit peut-être que la sévérité, elle a changé. Donc, les personnes
qui sont allés aux urgences, mais s'ils décidaient d'aller aux urgences, malgré toute la COVID et la maladie, et toutes les problématiques qu'il y avait là, pendant la COVID-19, ben, c'est que les urgences, que c'était plus sévère. Mais non, en fin de compte, il n'y a pas eu vraiment de changement. Donc, il n'y avait pas de différence là, au niveau j'ai utilisé pour ça l'échelle de triage. Donc, c'est une échelle qui permet de voir la gravité un peu de la personne qui se présente aux urgences. Puis, on voit que la plupart qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la plupart des tentatives là, de suicide là, qui ont nécessité une visite aux urgences, c'était très urgent. Donc, en plus de 60%. Puis même les idées suicidaires, c'était très urgent aussi. Donc, on voit là vraiment que c'est resté stable au niveau là, du pourcentage de sévérité, autant en 2019 qu'en 2020. Puis aussi, je suis allée voir une autre façon de regarder un peu la gravité de la situation. Je suis allée voir une autre variable qui s'appelle le transfert en centre hospitalier. Donc, je me suis dit, si les gens sont transférés à l'hôpital, bien, probablement que c'est parce que leur situation est vraiment, vraiment importante, vraiment grave. Donc, je suis allée voir s'il y avait eu un changement au niveau des transferts dans les centres hospitaliers pour un séjour à l'hôpital. Puis, je vois que ça non plus, ça n'a pas changé. Donc, c'est resté 26 pour les tentatives de suicide, puis c'est resté pratiquement les mêmes pour les idées suicidaires. Puis ça m'amène aussi là, à parler brièvement qu'un des défis, je trouve, de la surveillance, c'est vraiment d'aller exploiter au maximum nos données. Donc, vraiment, essayer de bien comprendre nos banques de données pour essayer d'avoir des résultats qui sont intéressants, pertinents. Donc, la gravité, je trouve que ça répondait vraiment à des questions que moi j'avais puis que d'autres personnes pouvaient avoir. Donc, quelques points à retenir au niveau de la vigie, c'est que la tendance pré-pandémique indique que les visites aux urgences en raison d'une tentative de suicide est en baisse. Donc, les tentatives de suicide, on l'a vu depuis 2014, sont en baisse. Et les idées suicidaires, eux autres, ils ont augmenté malgré qu'en 2019, là, on voyait une petite baisse là, qui revenait. Les taux mensuels de visite aux urgences liés au comportement suicidaire a diminué rapidement au début de la pandémie pour ensuite remonter pendant les périodes de restrictions sanitaires. Je suis passée vite là-dessus, puis peut-être que j'aurais dû vous montrer là, plus je peux leur remontrer. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit effectivement là, que pendant la pandémie, là, il y a eu des creux. Donc, probablement là, liés aux mesures sanitaires, les gens ont eu peur d'aller aux urgences. Donc, vraiment, il y a des creux associés aux visites aux urgences pour des tentatives de suicide. Puis, on voit là, probablement que quand les mesures sanitaires, puis ça reste des hypothèses, quand les mesures sanitaires étaient moins importantes, bien, on voit que les personnes sont retournées aux urgences là, pour des tentatives de suicide. Puis, idem pour les idées suicidaires. Là, il y avait toujours un retour suivi de creux là, qui suit approximativement là, les différentes vagues associées à la COVID-19. Donc, je vais revenir ici. Bon, ça, je vais passer vite parce que le temps presse. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais on voit que, on le voit un peu à travers, on voit que les jeunes filles, là, c'est les personnes qui consultent le plus qui consultent le plus les visites aux urgences en raison de crises suicidaires. Ça nous amène à se poser de plus en plus de questions, puis également à peut-être s'intéresser plus à nos jeunes filles. Puis, un autre fait intéressant que j'ai passé rapidement aussi, c'est qu'on voit qu'à partir de 35 ans, les hommes sont plus à risque que les femmes de visiter les urgences en raison d'idées suicidaires. Puis ça, je vais vous le montrer rapidement parce que je trouvais ça un peu intéressant parce que souvent, on dit que c'est les femmes qui ont plus d'idées suicidaires. Ben, on voit là, chez mes idées suicidaires, que ici, c'est les hommes et les femmes. On voit que les hommes dépassent les femmes au niveau des idées suicidaires pour les visites aux urgences en raison de pensées suicidaires. Donc, ça aussi, je trouve que c'est une information qui est pertinente et qu'on ne savait pas avant. Donc, vraiment, avoir des problèmes en émergence puis constater de nouvelles réalités, mais c'est toujours intéressant qu'on exploite de nouvelles banques de données. Donc, point à retenir, l'état de santé des personnes avec des comportements suicidaires nécessite une prise en charge rapide. Donc, on voit là que selon qu'est-ce qui se passe un peu là, dans la pandémie, donc on voit vraiment qu'il y a des variations. C'est peut-être pas le point le plus important à retenir. Puis que la répartition des visites aux urgences en raison de comportements suicidaires n'a pas changé en fonction de la sévérité, dont je l'ai parlé également. Je vais parler rapidement des forces de l'étude parce que c'est nouveau. Puis comme je vous le disais, on ne l'avait jamais fait. Ça nous a vraiment permis d'approfondir nos connaissances sur les comportements suicidaires. Je vous le disais, en incorporant les idées suicidaires, on a vu qu'on pouvait effectivement faire
livrer de l'information en temps réel à la population, que c'était faisable. On l'a fait dans un temps rapidement assez court parce qu'on a produit un rapport qui a été vraiment apprécié, puis repris là, même au niveau de l'Agence de santé publique et traduit en anglais. Puis ça nous permettait vraiment de regarder l'utilisation de services. C'est sûr qu'une des limites, c'est que ce n'est pas l'ensemble des personnes qui ont des comportements suicidaires, mais c'est une analyse qui est faite en fonction de l'utilisation de services, puis qu'on a encore des efforts à faire pour pouvoir détecter des comportements suicidaires qui vont au-delà de l'utilisation de services. Donc, ça fait le tour de ma présentation. J'espère que ça vous a plu, puis je suis ouverte à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup pour cette présentation. Il nous reste un petit 10 minutes pour éventuellement prendre des questions. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui voudraient prendre la parole ou qui voudraient poser une question dans le clavardage. C'est le moment pour vous manifester. Oui, on a donc Caroline qui souhaiterait poser une question. Caroline Duchesne. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? OK. En fait, moi, je suis à PPR en surveillance en Chaudière-Appalaches. Puis, je me posais, merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant. J'avais une idée ou une hypothèse par rapport à la différence dans l'augmentation des idées suicidaires puis la diminution des tentatives de suicide. Est-ce que ça pourrait pas être une bonne nouvelle dans le sens où si le suicide devient quelque chose de moins tabou, les gens vont consulter plus tôt, donc vont aller à l'urgence quand ils ont des idées suicidaires au lieu de se rendre jusqu'à la tentative avant d'aller à l'urgence. Donc, ça pourrait être comme une façon justement d'expliquer les gens consultent plus pour des idées, mais les tentatives diminuent. Donc, une certaine bonne nouvelle liée à la promotion, la prévention. Effectivement, là, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, mais généralement, c'est l'écho que j'ai eu, c'est une super bonne observation, c'est l'écho que j'ai eu là, parce qu'on a travaillé avec la QPS, avec le docteur Lesage, donc c'était l'écho que j'avais de plusieurs personnes là, à travers les différents milieux, là, que ça pouvait être quand même une bonne nouvelle. Puis, est-ce que, juste petite question technique, est-ce que ces données-là sur les visites à l'urgence sont disponibles dans l'InfoCentre pour les régions ou pas encore? Non, sauf que là, c'est ça, étant donné que cette activité-là a été bien acceptée, on est en train de travailler sur le fait de pouvoir donner aux régions à chaque mois des données de vigie. Ça s'en vient. C'est mon projet en ce moment. Donc, les régions là, vont pouvoir avoir de façon mensuelle des données sur les comportements suicidaires. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On peut prendre une autre question si quelqu'un a une intervention, une question pour Madame Lévesque. Donc, peut-être qu'en attendant que les gens se dégèlent un peu, je peux peut-être poser une question. Au début, vous avez mentionné l'idée des trajectoires, les trajectoires de services, les consultations de services. Et je me demandais, est-ce que dans ces trajectoires-là, vous considérez la consultation de services en général ou de services pour des problèmes particuliers? Ça peut être les deux. On utilise, c'est pas quelque chose que je vais répondre, mais de façon partielle, puisque ça fait pas, je ne l'ai pas encore mesuré, puisque ça fait pas très longtemps que j'ai accès à la banque de données, parce que je ne l'ai pas dit, mais depuis à peu près un an, là, mais avec la COVID, on n'a pas eu le temps de l'exploiter. On a une nouvelle banque de données au Québec, c'est la banque de données sur le suicide, qui jumelle plusieurs banques de données, dont des données de la RAMQ, donc de la facturation de services, si on veut. Là. Donc, ça peut être autant des services spécifiques qu'on est capable d'y aller avec le diagnostic là, que des services plus larges. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Mais je ne l'ai pas encore fait. Ça s'en vient. Peut-être une autre. Madame Noiseux, je pense que vous aviez une question. Oui, allô Pascal. C'est ça, chez nous, j'ai commencé à faire une tournée là, pas des sites, là, mais des CIS pour présenter en fait les données du portrait et de la vigie. Et on a eu plusieurs questions et plusieurs aussi commentaires sur les données qui pourraient peut-être être éclairantes, entre autres le codage au triage à l'urgence.
Oui. On nous disait qu'entre idées suicidaires et tentatives de suicide, des fois, on va coder différemment si on veut que la personne soit hospitalisée, étant donné que tentative, c'est plus sévère, une certaine sévérité plus élevée. Et c'est peut-être ce qui va faire en sorte là, que... Je sais que chez nous, par exemple, en Montérégie, les taux de visite aux urgences pour tentatives de suicide sont vraiment plus élevés qu'au Québec, alors que pour les idées suicidaires, c'est l'inverse. Ouais. Et c'est ça, on se posait la question, voyons donc comment ça se fait. Puis là, ça, je pense à rapport aussi, c'est ça, au triage, à l'organisation des services. Même chose pour les hospices. Chez nous, c'est hyper élevé, les hospices pour tentatives de suicide. Et il y a certains hôpitaux qui ont des unités spéciales qui font en sorte que les personnes qui arrivent à l'urgence pour idées suicidaires ou tentatives de suicide vont être hospitalisées rapidement pour être sûr qu'il y ait une bonne prise en charge de ces personnes-là. Et par conséquent, notre taux de suicide est beaucoup plus bas en Montérégie. Fait qu'il y a tout ça en arrière de ça aussi qui pourrait peut-être expliquer. Là. La surveillance, au niveau populationnel, c'est un pas, mais comme tu le dis, ça reste que l'interprétation régionale par des spécialistes sur le terrain est essentielle également. Là. Donc, c'est un travail de concertation. Moi, je pense que toutes ces données-là qu'on produit, puis que nous, malheureusement, moi, sur le terrain, il y a un travail de validation qui peut toujours être fait de données, mais toute cette compréhension-là du phénomène régional, ben, ça devrait être fait par des experts également du milieu. Là. Un ne va pas sans l'autre, d'après moi. Là. Oui. Dernière petite chose, je suis contente que les données s'en viennent bientôt à l'Infocentre. Je l'avais aussi... l'Infocentre, ça ne sera pas l'Infocentre, ça va être via des canaux... différents. Mais c'est de la vigie. L'Infocentre, c'est vraiment pour la surveillance. Il y a quand même un pan vigie à l'Infocentre, là, auquel on a moins accès. Pas pour les comportements suicidaires. OK. Mais en tout cas, ils s'en viennent d'une façon ou d'une autre. L'autre affaire dont je pense que tu n'as pas mentionné, puis c'était dans la méthode de la fiche qui accompagne les hospices, c'est que les codes de la CIM-10 pour les lésions auto-infligées capturent seulement 46 % des hospices pour tentatives de suicide. Tu parles pour les hospitalisations dans Médéco? Oui. Tu dis qu'il y a juste 46 % parce que les gens cochent, par exemple, dépression ou d'autres choses? Exactement. Il y avait une note à cet effet-là, puis moi, je l'avais ramenée dans les rencontres. C'est comme si on en manquait la moitié parce qu'il était codé différemment. Je ne sais pas, c'est ça un enjeu en soi ou c'est moi qui ai mal compris? Ou... ça peut être un enjeu dans le sens que là, étant donné, c'est un enjeu, effectivement, puis c'est un enjeu qui est difficilement... c'est difficile à voir parce que si par exemple, je décide de m'intéresser à la détresse, ça se peut que, oui, effectivement, il y ait des tentatives de suicide dans les détresses, mais il n'y a rien, tu sais, je ne pourrais pas de façon robuste le justifier. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être montrer en parallèle d'autres données complémentaires, mais ça, c'est toujours un peu difficile. Mais parce qu'on n'a pas toujours les autorisations pour le faire. Par exemple, d'utiliser, moi, si j'ai envie de montrer la détresse psychologique, il faut vraiment que j'explique que oui, il y en a peut-être, mais il n'y en a peut-être pas de tentative de suicide à travers cette détresse-là. Mais qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que depuis peu, là, je vais pouvoir jumeler l'assidu avec Médéco. Ça fait que je vais être capable de voir un peu, là, si j'en parle, par exemple, si je vois qu'une personne dans l'assidu aux urgences a été transférée dans le milieu hospitalier, que dans le milieu hospitalier, elle a été codée détresse, au moins, je vais pouvoir, sans nécessairement pouvoir dire, quantifier, je vais pouvoir dire effectivement, on en perd de cette information-là. Puis qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours qu'il y a une sous-estimation. Mais au-delà de ça, c'est toujours difficile. Là, ça reste du travail de longue haleine là, pour travailler avec les médecins, pour aller mieux codifier. Mais ça, c'est au-delà de ce que je peux faire. À court terme. Puis la banque de données sur le suicide, la BDS. Oui, il n'y a pas vraiment de données non officielles encore. OK, mais peu importe, c'est en lien avec ça, là, le jumelage d'un paquet de banques de données. Et nous, on va y avoir accès, j'imagine, m'emmener aussi, les acteurs régionaux. Ça va être à travers les indicateurs. Oui, ça fait, tu sais, quand je vais pas, par exemple, il va y avoir un indicateur sur les trajectoires de soins, à travers l'Infocentre, vous allez aller chercher l'information, vous allez avoir accès, mais pas directement parce que c'est régi par le MES, puis ça reste à l'intérieur des murs de l'INSPQ.
Puis, de toute façon, même moi, je n'ai pas accès nécessairement à cette banque de données-là de façon, je pourrais, mais je ne vais pas jouer dedans, c'est des millions et des millions de personnes. Là, je veux dire, c'est des bases de données qui comptent. Il y a tout le monde mort depuis le fichier des décès depuis 1981. Il y a l'ensemble de la RAMQ, c'est géré dans des centres, c'est gros. Là. Oui. Donc, on n'aura pas accès à ça, nous. Non, mais non, pas de façon officielle, mais ça va être ça va être à travers nos activités de surveillance. Là. OK. Eh bien, écoutez, merci. Je pense qu'on va y aller se conclure sur cette intervention, puisqu'il est maintenant 13 h. On remercie tous les participants et les participantes qui ont assisté à cette présentation. Merci à Bernard Simon-Leclerc et puis surtout merci à Pascal Lévesque d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté cette surveillance du suicide au Québec. C'était très intéressant. On vous rappelle que donc la séance sera disponible également sur le site internet de l'ESPOUM et qu'un dernier séminaire en surveillance épidémiologique aura lieu au mois de mai, et ça sera, si je ne me trompe pas, la surveillance des accidents de la route sur l'île de Montréal, pour lesquels on aura le plaisir d'accueillir quelqu'un du CIUS, de Centre-Sud de l'île de Montréal. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Je ferais juste un tout petit message, c'est-à-dire que on produit des attestations de participation. Donc, toutes les personnes qui participent au séminaire peuvent recevoir une attestation de participation. Sauf que c'est important à ce moment-là que vous inscriviez votre nom complet. Donc, il y en a qui ont mis des initiales, des nicknames, des logins, tout ça. Donc, nous, ou juste un prénom. Donc, si on veut émettre une attestation de participation, c'est important qu'on ait votre nom complet. Sans avoir un nom complet, vous pourriez nous écrire à l'un de nous. Là. Vous pouvez m'écrire à moi. Vous allez trouver facilement mon adresse électronique pour nous donner le nom sur lequel vous avez été inscrit et votre nom complet, puis on pourra apporter la correction. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Et la date précise, c'est le 11 mai pour le prochain séminaire. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Merci à vous. Et toujours, merci beaucoup à Stéphanie et Emmanuel pour le soutien technique et communicationnel. Merci. Bonne fin de journée, bon congé de Pâques. Merci.